Et bienvenue à tous, que vous soyez déjà des tantrikas, déjà sur le chemin, ou que vous soyez curieux de cette pratique, de ce nom bizarre, de cette voie du tantra. Bienvenue à tous pour ce webinaire autour de questions, autour de sexualité, spiritualité, et on sera heureux de répondre à vos questions. Peut-être juste, Bénédicte, Corinne, si vous voulez dire un mot, pourquoi ce thème vous tient à cœur avant qu'on commence. Donc, juste pour préciser par rapport à l'organisation, vous avez la possibilité de poser les questions soit dans le chat, hein, vous cliquez sur converser en dessous et vous écrivez votre question, ou alors vous ouvrez votre micro et puis vous la dites à voix haute. Donc, il y a les deux possibles. Merci Corinne, dire quelque chose ou Bénédicte? Bienvenue à tous. On est bien heureux de pouvoir aussi faire circuler l'énergie du tantra. Une des traductions de tantra, c'est tram, tissage, tram. Donc, on peut aussi vivre le tantra dans ce tissage du réseau à distance et c'est aussi précieux de pouvoir se connecter de cette façon-là en ce moment. Donc, bienvenue à vous. Peut-être un petit mot, moi, pour lancer très rapidement ce thème, hein, sexualité, spiritualité, simplement parce que j'ai eu la chance, et qu'est-ce que je suis content d'avoir rencontré cette voie il y a bientôt maintenant 30 ans, à un moment tout jeune, à 20 ans, où c'est deux choses qui étaient très importantes pour moi. Et puis comme il s'avérait que dans certains lieux, dans certaines traditions, elles paraissaient en opposition, sexualité et spiritualité, j'aurais bien été embêté pour choisir si je n'avais pas eu la chance de rencontrer une voie comme la voie du Tantra, une voie non duelle, dans laquelle eh bien, ce sont comme deux pôles, comme deux aimants qui peuvent s'attirer et non plutôt que s'opposer. Et donc, quelle joie de parcourir ce chemin depuis toutes ces années, et maintenant, depuis quelques années également, de le partager avec Corinne, avec Bénédicte, au sein de notre association Savitour. Bonsoir à tous. Merci d'être là si nombreux. C'est chouette, 45 personnes, c'est extra. Que dire du tantra, que dire de cette voie, que dire de la façon dont je suis tombée dedans. C'est un petit peu comme Eric, hein, je suis tombée dedans assez jeune, même très jeune, puisque le premier stage de développement personnel que j'ai fait, c'était un stage de tantra. Donc j'ai tout de suite fait le plongeon. Et moi, ce qui m'a vraiment passionnée, émerveillée dans le tantra, c'était que c'était une voie qui inclusive, qui n'oublie rien de l'entièreté, de l'intégrité de l'être humain, qui inclut le corps. Moi, c'était vraiment, depuis le départ, la voix du corps et ma voix de prédilection. Et c'était une voix qui nous permettait de retrouver cette vivance à l'intérieur de soi, de retrouver le vivant en soi, et d'être pleinement vivant en intégrant tous les aspects de l'être. Et voilà, et donc ça, dès que j'ai lu le mot tantra et ce que ça recouvrait, j'ai plongé. Et effectivement, ça fait une trentaine d'années que le plongeon est fait. Et puis, entre autres enseignements que j'offre, c'est vraiment un enseignement que j'ai à cœur de transmettre, et en particulier au travers du massage, qui est ma voie d'accès privilégiée, on va dire. Voilà, donc bienvenue à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes.
que ce soit sur le tantra en général, que ce soit dans votre pratique, peut-être des questions que vous avez. Donc, bienvenue à tout ça, à toutes vos questions et à toutes vos interrogations, vos remarques. Moi, j'ai aucune idée, par contre, de ce que c'est que le tantra. Donc, c'est pour ça, je ne voulais pas mourir idiote. Donc, je me dis, je viens me renseigner. Voilà. Ok, alors ça, c'est une large question. Qu'est-ce que le tantra? Déjà, il n'y a pas un tantra, il n'y a pas le tantra, il y a des tantras, il y a plusieurs voies dans le tantra. Il y a le tantra rouge, il y a le tantra blanc. Donc, le tantra blanc, un tantra plutôt, on va dire, méditatif, des pratiques méditatives. Le tantra rouge qui est plus une voie où on va vraiment explorer l'énergie sexuelle. D'une façon générale, moi, je définirais le tantra comme une voie spirituelle qui inclut, qui intègre et qui reconnaît l'énergie sexuelle comme étant le moteur qui va permettre de toucher quelque chose de spirituel. Voilà. D'une façon très très large, on pourrait définir le tantra de cette façon-là. Enfin, c'est une façon que je pourrais donner pour le définir. Voilà. Peut-être Eric et Bénédicte ont leur propre vision, définition. Donc, pour préciser, on va à chaque question répondre chacun. On va donner chacun notre réponse pour que vous ayez aussi un regard le plus large possible. Je veux bien continuer. Merci Babette, c'est la question la plus difficile de parler du tantra. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose où il n'y a pas tant que ça de théorie, c'est vraiment une voie vivante de vécu, d'expérience. Donc c'est toujours assez délicat, finalement, quelque part, l'exercice qu'on fait ce soir, c'est-à-dire d'en parler et d'essayer de partager cette expérience avec des mots. Moi, j'aime bien un autre angle de vue, une autre perspective qui est de dire le tantra, c'est l'acceptation de tout ce qui est, de tout ce qui est dans la vie, et que parfois, pour des tas de raisons, on peut rejeter en considérant que c'est pas bien, que ça devrait pas être comme ça, ou que certaines philosophies, religions, mouvements, quels qu'ils soient, considèrent comme entre guillemets mal et dont il faudrait se débarrasser. Voilà, le tantra est une sorte art de la vie en essayant de déployer le maximum de possibilités et de dimensions sans rien rejeter. Et peut-être pour le présenter encore d'une troisième façon, bien sûr en accord et en complément de ce qu'ont dit Bénédicte et Corinne, une des approches qui peut être intéressante en Occident en ce moment, c'est de se dire que c'est un yoga particulier. C'est un yoga dans le sens que c'est une voie qui vient d'Inde et qui est vraiment cousine du yoga, puisque même la plupart des yogas qu'on fait en Occident sont déjà des yogas tantriques, même si les pratiquants ne le savent pas. Donc c'est un yoga dans ce sens que c'est une voie dans laquelle on évolue, mais on évolue avec son corps, on évolue avec ses énergies, on évolue avec sa pensée, avec même les pensées qui vont un peu n'importe où, on évolue avec une conscience plus large. Donc on prend l'être dans sa globalité et un chemin d'évolution de l'être dans sa globalité en relation avec le monde extérieur. Voilà une première réponse. Est-ce que ça t'éclaire un petit peu, Babette? T'as pas entendu. Sinon, il y a une question déjà sur le... J'ai dit légèrement, très légèrement. Okay. Ça va se faire en fonction des questions au fur et à mesure. Je lis juste la question de iPhone, voilà, quelqu'un qui s'appelle iPhone. Toujours le tantra peut-il amener à découvrir et intégrer la jouissance ou l'extase féminine ou masculine, outre la spiritualité? On me dit d'ailleurs que j'ai de l'énergie, mais je ne la sens pas. Est-ce que vous voulez répondre à ça? Moi, je veux bien commencer.
Euh, le tantra peut être vraiment un chemin avec des pratiques, des techniques pour ce qu'on pourra appeler activer son corps énergétique et la circulation d'énergie dans son corps. Donc tout le monde a un corps énergétique. On n'a pas forcément cette connaissance et cette partage en fait en Occident. On est plutôt orienté vers le corps physique, vers la matière tangible. Et cette tradition asiatique donne une grande importance à la dimension énergétique du corps. Mais tout le monde a cet état, en fait. Après, on peut être plus ou moins spontanément connecté et on peut, grâce à des techniques, grâce à des pratiques, développer la circulation d'énergie dans son corps et notamment la circulation de l'énergie sexuelle dans tout le corps et pas seulement dans la zone génitale. Je vous laisse compléter. Moi, ce que j'aime bien poser par rapport à la pratique du tantra, parce que c'est souvent un écueil ou alors une recherche, on va dire, effrénée de ça qui mène au tantra, la recherche du plus bel orgasme, du plus intense orgasme, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des écueils, parce que là n'est pas l'objet du tantra. Par contre, le tantra, au niveau du vécu de la sexualité, il permet de raffiner, on va dire, de raffiner l'expérience de jouissance. Et c'est pour ça, j'aime bien la question qui donne les deux termes, la jouissance et l'extase. Pour moi, il y a vraiment l'extase, c'est comme si c'est l'endroit où l'énergie est suffisamment montée pour pouvoir ressentir des vibrations dans le corps qui sont extrêmement nourrissantes pour énergétiquement. Et ça permet, le tantra mène à des expériences qu'on peut qualifier d'extatiques, voilà. En justement permettant à l'énergie de monter et de se raffiner et de ne plus simplement être localisée au niveau des organes génitaux. Mais encore une fois, que ce soit l'orgasme ou l'extase, il y a pas, dans le tantra, il n'y a pas de finalité, en fait. Il n'y a pas de volonté d'atteindre quoi que ce soit. C'est vraiment un chemin qui privilégie le ressenti corporel, mais où on se garde d'avoir quoi que ce soit comme volonté d'arriver quelque part. On n'arrive nulle part, en fait, dans le tantra. Mais par contre, on peut goûter d'une façon de plus en plus fine à voilà, justement, au raffinement de l'énergie sexuelle. Et on arrive tellement nulle part que ce chemin, déjà peut-être bien faire la différence entre la sexualité et l'énergie sexuelle, parce qu'elle est énergie sexuelle juste parce qu'elle démarre de cet endroit-là, elle commence à cet endroit-là, entre l'anus et le sexe, dans le premier chakra, si on parle de chakra, c'est là qu'elle est endormie, c'est là qu'il y a l'énergie de base, qui va pouvoir se réveiller et monter et circuler dans tout le corps. Alors en cela, oui, elle est sexuelle tout au début. Après, quand elle circule partout, elle est énergie de vie, elle est prana. Donc, elle n'est plus sexuelle simplement. Mais au départ, c'est une énergie qui est sexuelle et dont on peut faire plein de choses. Sur ce chemin également, arriver nulle part, j'aime beaucoup l'expression de Corinne là, à l'instant, puisque ce qui apparaît, on dit dans le tantra, parfois, c'est les siddhis. Donc, ce sont les capacités qui paraissent surnaturelles. Quand certains grands maîtres arrivent à des capacités surnaturelles, eh bien, aller vers ces siddhis ou aller vers le tantra pour devenir un amant merveilleux, une amante merveilleuse, oui, ce n'est vraiment pas la finalité.
Dans le tantra et le yoga nous disent, quand ces siddhis apparaissent, ce sont juste comme des indicateurs sur le chemin qu'on est en train d'avancer. Mais ça n'a tellement pas d'importance. Puisqu'il ne s'agit pas de devenir quelque chose, il s'agit de se reconnaître plus totalement comme nous sommes et comme est le monde. Et aller vers cet accueil, un accueil plus inconditionnel. Peut-être on peut enchaîner avec la question de rivière. Je la lis pour tout le monde. Il y a bien longtemps, après un rapport sexuel, j'ai vécu une décorporation. Je me suis vue depuis le plafond au-dessus du lit avec ma partenaire. Ce n'est pas toujours Noël, je le sais, mais y a-t-il des techniques pour reproduire cet état? Je trouve que ça fait bien écho avec ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que oui, on peut vivre des expériences qu'on pourrait considérer comme extraordinaires, en tout cas voilà, hors de l'ordinaire, et y compris dans la sexualité, mais c'est y compris dans d'autres situations. Et oui, la pratique, les techniques, c'est comme un muscle en fait. Hein. On peut effectivement s'entraîner et comment dire, naviguer entre des états ordinaires et des états entre des guillemets extraordinaires plus facilement grâce à la pratique. Et sur le chemin, comme on le disait, il y a un moment où il y a quelque chose qui lâche en fait. Ce n'est plus ça qui est tellement important. Ces performances, ces expériences extraordinaires, parce qu'on touche autre chose, y compris le fait de ramener ça dans des situations plus quotidiennes, plus ordinaires, plus continues. Ça peut être vraiment un élargissement en fait du chemin. Oui, moi j'aime bien vraiment cette notion de transformer le vécu d'ordinariser l'extraordinaire, on va dire. C'est-à-dire que l'expérience extraordinaire, elle devient complètement et pleinement intégrée au quotidien. Et ça, c'est aussi vraiment une beauté que je trouve au tantra, c'est que c'est vraiment une voie qui est pragmatique et qui n'est pas simplement d'aller rechercher voilà, des expériences, c'est de comment est-ce que je l'incarne, comment est-ce que je le vis dans le quotidien. Et effectivement, la pratique, c'est vraiment comme faire ses gammes au piano. Ou une fois, j'avais entendu un basketteur qui disait, il s'entraîne, il met des paniers jusqu'à vivre la grâce du geste juste. Et le tantra, c'est un petit peu ça, quoi. C'est vraiment de la pratique qui se répète et qui s'explore jusqu'à vivre cette grâce au quotidien, parce que justement il y a eu cette exploration répétée. Et pour moi, l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir vivre le mieux possible sa vie et son quotidien. Et en ça, le tantra, voilà, ça aide beaucoup. Ça apporte beaucoup à ce niveau-là. Je ne vais pas rajouter grand-chose, mais oui, effectivement, tant mieux si tu as vécu cette expérience, hein, donc c'est-à-dire ne plus s'identifier au corps physique, mais vivre une expérience dans un corps pranique, dans un autre corps, et le tantra peut mener à ça. Si c'est ça la recherche, la difficulté, c'est que le reste de la vie va être ennuyeux. Donc heureusement, ce n'est pas la recherche. Si ça arrive, c'est merveilleux, mais ça va être important que l'ensemble de la vie prenne cette couleur-là. Je ne vais pas aller plus loin sur cette question, moi, peut-être, parce que j'ai envie de répondre à une autre question que j'ai vue, deux personnes qui ont demandé le rapport ou la différence entre tantra et chamanisme, et je veux bien dire un mot là-dessus, puisqu'il y a des points communs, hein, ce sont des voies, la première chose, donc c'est des chemins que l'on peut parcourir pendant des années, qui ont été tracés par d'autres, et qui sont des chemins d'évolution, donc voilà le premier point commun, ils sont ancestraux, et c'est une grande sagesse de l'humanité, un trésor de l'humanité, qui est donné jusqu'à nous aujourd'hui. Après, culturellement, il y a des grandes différences, simplement parce que ça ne vient pas du même endroit. Mais peut-être qu'une différence principale, j'ai une vision, mais ce n'est pas généralisé complètement, mais
le chamanisme a gardé beaucoup du rituel vers l'extérieur et le contact avec le monde extérieur se passe par la nature et par le monde extérieur. Et l'Inde a beaucoup intériorisé et la recherche et la pratique avec ce qu'on va appeler pratyahara, le retournement des sens, les sens tournés vers l'intérieur. Donc il y a des pratiques qui sont plus intériorisées dans le corps, peut-être en tantra, plus extériorisées avec la nature, avec les éléments de la nature dans le chamanisme. Et les deux ont comme point commun de nous amener peut-être dans des états qu'on peut appeler extraordinaires, que ce soit de la transe, que ce soit de l'extase, mais ils ne sont extraordinaires que quand ils sont vécus de façon non ordinaire. Voilà. Après, si ça devient assez régulier, on s'aperçoit juste que notre potentiel et notre capacité à vivre des choses plus pleinement est beaucoup plus vaste que ce que l'on vit dans ce que les autres appellent ordinaire. Peut-être on peut compléter avec une question qui était « Qu'est-ce que l'extase ?» C'est presque aussi facile que de répondre « Qu'est-ce que le tantra ?» Qu'est-ce que l'extase? Alors peut-être si on parle de l'expérience sexuelle, c'est peut-être une façon de commencer à répondre à cette question. On va parler parfois de jouissance et d'extase. Donc peut-être on peut faire la différence entre l'acmé de l'orgasme, c'est-à-dire une sorte d'explosion énergétique assez intense et assez rapide, ponctuelle dans le temps, donc avec quelque chose qui monte et puis qui redescend assez brutalement ensuite. Et dans l'expérience sexuelle, ce qu'on va appeler l'extase, c'est plutôt une expérience, un ressenti énergétique qui va peut-être monter plus lentement et s'établir sur un plateau et durer, et durer, et durer, et durer. Alors parfois on dit que spontanément, les femmes ont peut-être plus de facilité à atteindre ce plateau et cette extase, et au contraire les hommes plus facilement l'orgasme. Mais donc voilà, l'extase est un état de ressenti énergétique global. Voilà, on peut utiliser les termes de grâce, de félicité. On pourrait dire non ordinaire, où on peut ressentir un sentiment d'unité, de complétude, et avec voilà quelque chose qui dure un certain temps et qui n'est pas un sommet puis une chute. Pour compléter la réponse à Lina par rapport à la différence entre le chamanisme et le tantra, moi je dirais, pour moi, ces deux voies, c'est des voies de communion. Pour le chamanisme, de communion avec la nature, avec les énergies de la nature, et puis le tantra, une voie de communion avec soi et possiblement avec l'autre. Voilà, moi, la vision que je peux avoir du tantra et du chamanisme. Et par rapport à l'extase, oui, je crois que Bénédicte, elle a vraiment mis les mots justes par rapport à ce que ça peut être. C'est une forme de mise en vibration de l'intérieur du corps, et un état, on va dire un état modifié de conscience qui s'installe, avec vraiment quelque chose qui effectivement prend le corps, mais dure très longtemps, enfin peut durer longtemps. Et surtout, il y a vraiment pour moi dans l'extase une impression d'être nourri, d'être vraiment d'être vraiment traversé par des énergies qui nourrissent en profondeur le corps. J'ai envie de répondre à une autre question de Gilles là, qui fait un lien entre la quête spirituelle, le corps, l'esprit, et il demande si ce n'est pas une voie vers l'amour. Et c'est bien parce que c'est encore un mot qu'on n'avait pas utilisé. On avait parlé extase, on avait parlé énergie, sexualité, on avait parlé plein de mots comme ça, conscience. On n'avait pas encore évoqué le mot amour. Et
il y a bien sûr des voies tantriques qui sont des chemins vers ou par l'amour qu'on appelle bhakti, hein, un amour dévotionnel. Et c'est aussi tout un chemin de partir de formes d'amour qui sont des formes d'amour. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être reconnu, comme un bébé qui a besoin d'être reconnu, vers d'autres formes d'amour qu'on peut vivre avec son partenaire, avec sa partenaire, et vers d'autres formes d'amour encore plus vastes, sans objet. On pourrait dire ça, c'est vrai du désir et c'est vrai de l'amour en tantra. Si je désire un être, si j'aime un être, alors cet être en tant qu'objet, le tantra va pouvoir peut-être nous dire, voilà, très bien, tu apprends à aimer cet être, tu apprends à désirer cet être, te permet de sentir la force du désir et la force de l'amour. Laisse l'objet du désir, laisse l'objet de l'amour, et laisse grandir l'amour sans objet. Donc là, on a des voies dévotionnelles aussi, qui sont des formes d'amour qui ne sont plus simplement l'amour romantique, comme il est souvent chez nous dans notre société. Un amour plus inconditionnel et plus ouvert, voilà, dévotionnel. Je ne sais pas si vous voulez aussi répondre à cette question ou prendre une question suivante, Bénédicte, Corinne. Pour moi, dans le tantra, le cœur a vraiment une place particulière dans l'alchimisation de l'énergie en interne. Quand l'énergie justement sexuelle arrive au niveau de l'espace du cœur, il y a vraiment comme une bascule qui peut se faire intérieurement. Et après, appeler ça l'accès à de l'amour inconditionnel, c'est pas forcément le but non plus, mais ça permet de vraiment voilà, ouvrir quelque chose au niveau de l'espace du cœur et du coup vivre une forme d'état d'amour constant en fait. Peut-être que ce que je peux rajouter aussi, c'est pour moi, il y a quelque chose vraiment au niveau de l'amour de la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire, le tantra, c'est un chemin du oui et de l'ouverture. Pour répondre à la toute première question, on pourrait dire ça. C'est-à-dire, comment je dis oui à la vie, comment je m'ouvre à la vie, à ma vie, telle qu'elle est, sans vouloir qu'elle soit autre chose, et en accueillant voilà, tout ce qui est, tout ce qui est de moi, tout ce qui est du monde, tout ce qui est des autres. Et en cela, il y a cette notion d'ouverture et voilà, peut-être d'amour inconditionnel. Alors, il y a Virginie qui parle justement de l'histoire de Fersegam, j'y parlais tout à l'heure, qui a découvert le tantra et qui demande quelle pratique quotidienne on peut conseiller pour évoluer dans cette voie du tantra. C'est justement tout l'objet de voilà, de ce qu'on propose, que ce soit au travers des stages en présentiel, quand il y en avait, et aussi au niveau de la formation. Je propose une formation individuelle au tantra qui se fait en ligne. Et donc là, dans ces supports-là, on propose justement des exercices, des explorations qui vous permettent de réintégrer justement ces outils dans votre quotidien et de pouvoir pratiquer et explorer cette voie-là d'une façon autonome. Voilà une chose qu'on ne peut pas trop faire en ligne. Très concrètement, moi je réponds à cette question, puis il y a deux autres questions que j'ai vues qui demandaient si le tantra comme le yoga était une voie de discipline, et une personne qui évoquait une difficulté dans le premier chakra. Donc je trouve que ça se complète très bien à ce que tu viens de dire, Corinne. C'est-à-dire que dans ces pratiques, par exemple, tout ce qui va être un travail sur la circulation de l'énergie dans les chakras par la respiration, par la vibration, par des méditations actives, par des massages, par des choses comme ça, tout ça va pouvoir mettre en jeu les circulations d'énergie. Et effectivement, contrairement à ce qu'on peut imaginer parfois, c'est une voie dans laquelle il y a une discipline, ça s'appelle la sadhana, la pratique régulière,
qui permet d'avancer, mais ce n'est pas une sadhana qui devient comme des devoirs scolaires. C'est la joie de marcher sur ce chemin et de pratiquer et de continuer à avancer et de découvrir plus son corps et le monde et son partenaire et l'énergie. Donc c'est toujours une voie qui est agréable. Ce n'est pas une voie de licence où enfin, puisque ma sexualité et mon énergie sexuelle sont accueillies, elles sont les bienvenues, et tant mieux qu'elles soient accueillies, et tant mieux qu'elles soient les bienvenues, ça ne veut pas dire que je vais devenir esclave de ces énergies-là. Je vais apprendre à les regarder en face, à m'en approcher, à les sentir, à leur rendre hommage, à leur rendre grâce, à vivre avec elles, sans les refouler et sans en être dépendant ou esclave. Donc entre les deux, c'est là qu'est la voie, sur ce fil entre par la pratique, entre l'esclave de ses énergies et celui qui les a refoulées, qui les a laissés s'endormir. Je veux bien compléter sur la notion de discipline. On peut le regarder d'une autre perspective peut-être et différencier le tantra d'autres pratiques ou d'autres spiritualités où on va essayer par exemple de se débarrasser de certaines choses, par exemple des désirs. On va considérer que pour avancer spirituellement, pour s'élever spirituellement, il faudra se détacher, par exemple, du désir et ne plus éprouver de désir. Voilà, on peut, de façon vraiment très caricaturale, on pourrait citer le bouddhisme ici. Le tantra va vraiment, Corinne en a parlé tout au début, c'est une voie vraiment inclusive qui ne va rien rejeter et qui pourrait même presque dire cheminer spirituellement en se débarrassant d'un certain nombre de choses, le désir par exemple, la sexualité, voilà, ce qu'on considère comme peut-être animal ou le mal, etc. Ouais, dans la voie tantrique, des maîtres vont pouvoir dire, bah, en fait, ça, c'est pas si difficile. Mais par contre, cheminer spirituellement en accueillant toutes les dimensions de l'humain, de la vie incarnée. Et en cela, voilà, il ne s'agit pas de se détacher, de se libérer de certains aspects. C'est presque de faire, d'être avec et de faire la paix avec. Mais on peut aussi dire qu'il faut une grande discipline d'ouverture, d'accueil, d'intégration pour faire ça. J'aime bien cette notion de discipline ou d'ascèse qui correspond en fait, c'est créer un contenant pour y mettre du contenu, c'est-à-dire de créer un espace en soi et chez soi et dans notre quotidien pour que puisse se vivre et s'alchimiser et se transformer et se raffiner les énergies. Donc, la discipline, c'est vraiment voilà, cet espace où est rendu possible quelque chose qui se passe et qui se transforme intérieurement, quoi. Et c'est aussi en tantra, il y a beaucoup cette notion de répéter et répéter et répéter et vivre, explorer, continuer à explorer voilà, chaque pratique. Et à un moment donné, pof, il y a quelque chose qui se passe et c'est magique, mais il y a vraiment besoin de cet engagement. Pour moi, c'est vraiment une voie d'engagement. Ou si voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut explorer à moitié, on va dire. Je vais dire, c'est vraiment quelque chose qui demande d'être pleinement investi dans la pratique pour pouvoir vraiment en goûter les fruits, quoi. Peut-être deux autres questions que je trouve encore en lien aussi. Quelqu'un nous demande s'il y a un rapport avec le tantra et le nouveau monde, la 5D, donc je suppose c'est cinquième dimension, la télépathie, voilà. Et est-ce que le tantra n'est pas simplement un yoga qui inclut la sexualité? J'ai envie de prendre ces deux questions ensemble puisque elles nous montrent deux choses. Elles nous montrent quelque chose qui est ancestral, le yoga qui a des milliers d'années, et elles nous montrent maintenant des nouvelles
croyances, je vais les appeler comme ça, des nouvelles croyances, 5D, cinquième dimension peut-être, je ne sais pas. Et le point commun dans tout ça, c'est l'humain. C'est que l'humain, il n'a pas trop changé depuis 2000 ou 10 000 ans. Il n'a pas trop changé. Le monde extérieur a changé, mais le stress, le fait que je voudrais accepter certaines choses et pas d'autres, le fait que j'aimerais pouvoir vivre, m'épanouir sexuellement et de plein d'autres façons, toutes ces choses-là sont toujours d'actualité. Donc oui, aller chercher dans les textes anciens, dans les pratiques anciennes, dans les voies anciennes, comme le yoga et le tantra, qui sont, je leur dis juste cousines, des points communs, des petites différences. Il y a quand même des grandes différences, quoi, mais bon, je ne sais pas si c'est le lieu. Et est-ce que cette chose-là amène à cette cinquième dimension? En tout cas, quelle que soit la façon dont ça se passe maintenant, appeler ça cinquième dimension, voilà, les noms vont changer. Et puis il y a toujours un Américain qui va mettre ça à la mode avec un nouveau copyright, mais c'est la même chose. Alors, prenons des anciens, prenons de cette immense sagesse et ajustons-le à notre époque. Ajustons-le avec les neurosciences, ajustons-le avec le fait que nous vivions en ville, ajustons-le avec le fait que maintenant les maladies, elles sont peut-être autant dans la tête que dans le corps. Ajustons-le avec cette période de confinement. Donc, il y a un besoin permanent de réactualiser. Est-ce que pour ça, il y a besoin de nouveaux noms et de nouveaux copyrights, cinquième dimension? Peut-être, je ne sais pas. Ok, j'ai envie d'enchaîner sur une question très concrète de Lina qui dit « Je ne sais pas du tout ce qu'est un atelier tantra. Pouvez-vous être explicite ?» Je trouve que c'est une très bonne question parce que souvent, on se demande bien « Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ?» Alors, ce qu'on fait, c'est des choses concrètes en fait. On propose vraiment des expériences. La plupart du temps, il peut y avoir un thème, par exemple, dans une soirée tantra, avec différentes pratiques. Certaines pratiques vont être individuelles, et ça peut-être pourra ressembler à des choses qu'on fait en yoga, ou de la méditation, par exemple, ou du chant de mantra. Certaines pratiques vont être collectives, et par exemple vont vraiment être avec le mouvement du corps et pourraient ressembler à quelque chose voilà, du mouvement corporel, de la danse libre, des choses comme ça. Et puis certaines pratiques vont être à deux, et ça sera peut-être plus spécifique, où on va travailler autour de comment réveiller les énergies, comment les faire circuler. Ça, c'est une option. J'en profite aussi pour inclure la remarque et le partage de Roland qui pratique le tantra. On n'a pas encore parlé de la sensorialité, de la sensitivité, qui est quelque chose de très important dans le tantra, c'est-à-dire que c'est des pratiques et une voie qui réveillent les sens. On est dans une culture, et là, voilà, typiquement ce soir, où la vue est un organe qui est extrêmement stimulé, la vue et l'ouïe. En tantra, on va vraiment venir activer, réveiller les autres sens qui sont parfois un peu endormis, parfois fermés, pour vraiment, on parle de frémissement des sens. Donc, on peut avoir dans un atelier de tantra des pratiques de ce type. Et on va essayer de vous faire vivre une expérience en partant d'un point au début de l'atelier jusqu'à amener voilà, un autre état peut-être plus vivant à la fin de la soirée, se sentir plus vivant dans toutes les dimensions de son être. Si tu n'as rien d'autre, Corinne, moi je voulais rebondir sur une question, une remarque de Olivier, je crois, qui demande si c'est pas tout simplement la fusion du masculin et du féminin sacré. Et je trouve qu'elle est intéressante, sa question, puisqu'elle amène deux choses. Elle amène la notion de sacré aussi. Donc, qu'est-ce qui est sacré? À un certain moment, tout sera sacré. Mais en attendant, je vais poser mon regard sur une situation, un lieu, un objet à qui je pourrais attribuer cette qualité de quelque chose de sacré, un moment sacré, parce qu'on prend le temps, parce qu'on le partage.
J'aime Le Petit Prince qui nous rappelle que c'est le temps qu'on a pris pour notre rose qui fait la rose si importante. On pourrait dire que la rose du Petit Prince est sacrée pour lui. Donc, à partir du moment où on a ce regard-là dans le tantra sur l'homme et la femme et sur la rencontre possible d'un homme et d'une femme, alors cet espace de rencontre devient une rencontre, un espace de rencontre sacrée. Et on aime bien dire ça parfois entre nous, qu'une rencontre en tantra entre un homme et une femme, c'est une rencontre qui se fait à 4, puisque l'homme va avoir son propre masculin et son propre féminin, et la femme va avoir son propre féminin et son propre masculin, et que tout ça, ça enrichit la rencontre. On parle aussi parfois, en étant seul, de tout un travail pour être hiérogamos, pour faire un mariage interne de son propre masculin et son propre féminin sacré en tant qu'homme ou en tant que femme, avant même d'aller à la rencontre avec l'autre. Alors il se passe cette chose incroyable, c'est que la rencontre avec l'autre n'est pas là. L'autre n'est pas là pour combler mes manques, parce que sans toi, je ne suis rien. Ce sont deux êtres complets qui se rencontrent. Et là, ça peut faire des étincelles. Moi, j'ai un peu de retard dans les messages, j'essaie de les lire, si Bénédicte et Corinne voulaient les lire aussi. Peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, Eric, cette question du masculin et du féminin est très importante dans le tantra. Il y a cette vision, cette représentation presque cosmique que tout ce qui est créé dans l'univers est le fruit de la rencontre des énergies qu'on pourrait appeler masculines et des énergies féminines. Donc c'est vraiment une base très importante. Mais voilà, il n'y a pas seulement ça. Je crois que c'est important de le dire aussi. Cette chose est très importante et peut-être assez spécifique par rapport à d'autres philosophies, spiritualités, voies. Il y a peut-être une notion qu'on pourrait amener ce soir qu'on appelle spanda, qui est la connexion avec la vibration du monde et quasiment l'accordance avec cette vibration, c'est-à-dire que son propre être, son propre corps physique, énergétique, émotionnel, mental, etc., voilà, entre en harmonie, en connexion avec une sorte de vibration universelle. La plupart d'entre vous avaient pu en entendre le son Om, hein, ce mantra parle de cette vibration originelle. Donc il y a aussi cette dimension qui est particulière et très importante. Et je crois que le tantra, c'est une voie d'unité dans tous les aspects de l'être, en fait, hein, que ce soit entre le féminin et le masculin ou tour à tour. En tantra, on va expérimenter voilà, des qualités plutôt féminines et à d'autres moments des qualités plutôt masculines pour vraiment réussir à faire la jonction entre les deux. C'est une voie d'unité aussi entre le sacré et le profane, entre la terre et le ciel. C'est vraiment une voie qui ramène, qui unit en fait, qui unit les contraires pour en faire un tout qui constitue l'être, voilà, l'être total. Donc effectivement, et puis en tantra, on parle beaucoup voilà, de Shakti qui est l'énergie et Shiva qui est la conscience, et le tantra, il pourrait être défini comme, voilà, comme le mariage à l'intérieur de soi de ces deux énergies, Shakti qui est plutôt voilà, une énergie terrestre, et Shiva qui est plutôt une énergie céleste, qui se rencontrent à l'intérieur du corps et qui s'unissent. Donc c'est une union sacrée effectivement de ces deux qualités d'énergie à l'intérieur de soi. Je lis aussi une très belle question de Lina qui
qui demande ce qui se passe dans les ateliers, puisqu'il y a des échanges d'énergie avec tout le monde, peut-être du toucher, des contacts, et elle demande comment se prémunir de ces énergies qui peuvent être, je ne sais plus quel est le terme, envahissantes. Je trouve que c'est une très bonne question sur laquelle j'aimerais répondre à 2 niveaux. La première chose, apprendre, et on peut l'apprendre dans ces ateliers, à dire non, à dire stop, à respecter son intégrité, à se faire respecter, à respecter ses limites, et du coup à apprendre à respecter les limites de l'autre. Donc ce non est une étape nécessaire. Et en même temps, puisque le tantra est souvent paradoxal et que peut-être le mot qui correspond le mieux au tantra, c'est le « et », donc le « et » en même temps, quand ces non, quand ces stops sont posés, alors un grand oui est possible. Un grand oui où il n'est plus du tout question de se prémunir de ces énergies. Elles sont là. Et donc arrive à un moment où on peut accueillir les énergies, la rencontre avec l'autre, ce qui ne veut pas dire n'importe quoi, je vais ajuster. Si les deux sont dans une recherche et que si les deux ont posé leur nom et si les deux sont dans une intention très fine de continuer à cheminer sur cette voie, alors un grand oui est possible qui n'est plus se prémunir. Il n'y a plus nécessité à ce moment-là de se prémunir. Mais ce n'est que la deuxième étape. Il ne s'agit pas que quelqu'un de débutant aille dans un stage avec des débutants et qu'on confonde l'excitation de certains et que les autres se laissent faire parce que certains sont excités. Ce n'est pas du tout le sujet. On va déjà apprendre à se respecter, connaître son corps, connaître ses limites, sentir l'énergie des autres, dire stop, faire. Alors, une fois que tout ça est posé, il y a une deuxième étape dans ce chemin. Oui, c'est complètement, pour moi, c'est vraiment une voie qui commence déjà par soi. Un des écueils du tantra, c'est de vouloir voilà, rapidement et d'utiliser le tantra pour le lien avec l'autre. Et pour moi, ça passe déjà et le préalable de connaissance de soi et d'avoir la capacité de se sentir, de se connaître. Et Eric parlait du non, et le non, quand on reprend le développement de l'enfant, l'enfant est capable de dire dit non en même temps qu'il est capable de dire je. Donc c'est vraiment le non, il naît vraiment de la perception interne de soi et donc du coup de ses limites et donc du coup de pouvoir aller ensuite. Donc, c'est une deuxième étape, comme disait Eric, pour aller ensuite dans le lien et explorer voilà, ce qui énergétiquement peut se passer entre deux êtres, etc. Mais ça part déjà, et il y a vraiment tout un préalable individuel, un chemin déjà individuel de conscience et de fortification à l'intérieur de soi, des énergies pour voilà, pouvoir aller dans le partage et dans le lien en étant vraiment, en s'habitant, en étant vraiment installé à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est hyper important. Ouais. Sur le oui et le non, on aime bien un peu cette boutade d'une certaine façon, c'est que souvent, et en particulier dans la relation et dans la sexualité, il nous arrive de dire oui alors qu'à l'intérieur ça dit non, et de dire non quand à l'intérieur ça dit oui, pour des tas de raisons. C'est-à-dire on peut avoir été élevé d'une façon où exaucer les désirs de l'autre, se mettre à son service, etc. C'est la façon naturelle d'être sans du tout porter attention à ses propres besoins. Ou bien au contraire, pour X raisons, on va pas écouter ses propres désirs et ses propres besoins et on va mettre une protection et fermer à des expériences, à des échanges, à des partages parce que voilà, parce que peut-être on a été blessé ou X raisons. Donc le travail tantrique permet vraiment de retrouver cette justesse, c'est-à-dire de réapprendre à dire non là, et c'est parfois très important pour certaines personnes justement de savoir dire non et d'oser le dire et de se rendre compte que la Terre s'arrête pas de tourner, que on n'est pas rejeté. Peut-être c'est le moment aussi de parler de ce qu'on appelle les partenaires tantriques. Une des grandes
possibilité, en fait, une des grandes chances de pratiquer le tantra, c'est qu'on le pratique entre partenaires tantriques. Et pour ça, on a un certain nombre de règles, un cadre qui nous permet d'explorer et de pratiquer à la fois en liberté et en sécurité. Par exemple, tout à l'heure, Eric en a parlé, eh bien qu'on va être attentif à exprimer ses limites et ses non, et on va être attentif à exprimer, à respecter les limites et les noms de ses partenaires. Voilà, il y a tout un ensemble en fait de règles qu'on propose qui permettent, et donc ça veut dire qu'on est dans un cadre protégé, privilégié, où on peut faire des explorations que parfois on ne peut pas vivre dans sa vie habituelle, y compris peut-être dans son couple, parce qu'il y a des enjeux, parce que pour X raisons. Ici, là, on n'a pas cet enjeu relationnel entre partenaires tantriques. On s'engage ensemble à pratiquer, à essayer de le faire de son mieux, et en tout cas à créer, en tout cas nous en tant qu'enseignants, c'est ce qu'on va chercher à faire, créer cet espace qui permet, voilà, c'est une chose à nouveau peut-être pas très facile à expliquer tant qu'on l'a pas vécu. Et par contre, quand on le vit, on se rend compte vraiment de la richesse d'avoir ce type de partenaires qui permettent de pratiquer, de cheminer, d'avancer Ce que tu ensemble. dis, ce que tu dis va très bien avec une autre question de Gilles qui demande si dans ses ateliers, dans ses stages, on vient seul, on peut venir seul ou on vient en couple. Et avec ce que tu avais déjà dit avant, Bénédicte, bien sûr, il y a d'abord des pratiques personnelles qu'a évoqué aussi Corinne, des pratiques seules, personnelles, avec son propre corps, avec ses propres énergies, des pratiques collectives et des pratiques à deux. Et dans ces pratiques à deux, on peut venir, bien sûr, dans les ateliers et dans les stages, seul ou en couple, puisque pour le personnel et pour le collectif, ça ne change rien. Le seul endroit où ça change des choses, et beaucoup de choses peut-être, c'est dans les pratiques à deux. Et à cet endroit-là, il y a à nouveau deux types de pratiques. Il y a des pratiques, tout comme au tango, où c'est bien de changer de partenaire, parce que quelqu'un va bouger différemment, avoir une autre énergie, et c'est vraiment comme au tango. C'est très bien de danser avec toutes les personnes présentes à qui on peut danser, et on s'aperçoit qu'avec chaque personne, on va apprendre quelque chose de différent. Et donc, des fois, c'est très bien de ne pas travailler avec son partenaire. Et à d'autres moments, et nous, on prévient toujours dans nos ateliers et dans nos stages, si c'est plus impliquant, si c'est plus intime, on le prévient toujours. Alors, les couples qui viennent peuvent choisir complètement de travailler ensemble à ces moments-là. Il y avait une question aussi sur le massage et qu'est-ce qu'un massage tantrique peut-être. Peut-être Corinne, tu peux répondre très rapidement puisqu'il ne reste pas forcément énormément de temps et qu'en plus, je crois que le prochain webinaire, ça sera toi sur ce sujet, uniquement sur ce sujet du massage tantrique. Donc peut-être une réponse rapide avant le prochain webinaire spécialisé sur la question. Alors, ce sera peut-être pas forcément le prochain webinaire, mais un des webinaires prochains, effectivement, qui sera Celui de février, le 4 février. Qui sera dédié au massage. Comment définir le massage tantrique en 3 mots? Pour moi, le massage tantrique, c'est la possibilité de vivre dans le corps au travers d'un recevoir, de vivre ce que ça peut être que la circulation d'énergie dont on parle en tantra. Donc, il y a les pratiques où on fait soi-même, où on fait les exercices, où on explore d'une façon active. Et là, le massage tantrique, pour moi, c'est comme une initiation, en fait, qui permet de ressentir à l'intérieur de soi, de recevoir l'information de ce que ça peut être, voilà, cette circulation d'énergie dont on parle. Voilà, c'est une des pratiques qui permet voilà, d'atteindre et de réaliser à l'intérieur de son propre corps cette fameuse alchimie voilà, des énergies sexuelles et spirituelles. Voilà, en quelques mots. Merci de ta concision, puisque ça fait des années que c'est le cœur de
travail, donc c'est peut-être pas facile d'être si concise. Bénédicte, excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Il y a une question qui demande: la pratique à deux nécessite-t-elle d'atteindre un même niveau vibratoire et une certaine mise en résonance? Alors, non, elle ne le nécessite pas. Mais oui, c'est assez puissant quand ça se passe. Et je dirais souvent, quand on commence à avoir ce type d'expérience, on va les rechercher. Un petit peu comme ce dont on parlait un peu au début de la session sur l'extase et des états extraordinaires, etc. Mais, je dirais, quand on avance sur la voie, je trouve qu'il est très intéressant aussi de pratiquer avec des personnes, par exemple avec des débutants, ou peu importe, avec des personnes avec qui on n'est pas spécialement attiré, par exemple, voire même avec lesquelles on se sent mal à l'aise, parce que c'est toujours un chemin très intéressant et très enrichissant d'accueil de ce qui est, et de trouver, je ne sais pas comment je pourrais dire comme ça, l'instant ou la qualité tantrique avec qui que ce soit. Dans la tradition tantrique, il n'y a pas comme dans la tradition brahmanique, les castes et les brahmanes qui sont la caste qui s'occupe de spiritualité. Dans les voies tantriques, tout le monde était ou est inclus, y compris les intouchables, etc. Et c'est vraiment, on a dit, inclusif de toutes les dimensions de l'être, mais aussi inclusif de tous les êtres. Donc voilà, façon de répondre à cette question. Et pour rejoindre la question par rapport au cœur, je crois que c'est vraiment dans la qualité de présence à cette ouverture du cœur que se fait la magie. Et c'est pas effectivement, ça se passe pas par, c'est pas l'attraction ou l'intérêt qu'on peut avoir pour un autre qui fait la magie. C'est vraiment cette qualité de présence qui permet au cœur de s'ouvrir et qui permet voilà, d'entrer en résonance, en vibration avec une autre personne. Moi, le fameux premier stage que j'ai fait de Tantra, c'était un stage où on était tout le week-end avec le même partenaire. Et j'ai débarqué dans un groupe où tout le monde se connaissait. Et donc, du coup, ils se sont trouvés, ils se sont choisis entre eux, vu qu'ils se connaissaient déjà. Et restait une personne qui personne ne voulait travailler parce que, voilà, il y a toujours dans les groupes ce type de personnes. Et donc, comme j'étais la petite nouvelle qui arrivait, qui débarquait dans le groupe, j'ai dû travailler avec cet homme-là. Et au départ, voilà, c'était juste horrible pour moi parce que j'avais plein de jugements sur lui et c'était juste terrible de travailler avec. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui a lâché en moi parce que c'était trop de pression intérieure et trop d'inconfort, on va dire, de travailler avec cette personne. Et quelque chose a fait le shift en moi où j'ai complètement lâché le fait d'être contente ou pas de travailler avec cette personne-là et de l'accueillir vraiment tel qu'il était. Et donc, il y a vraiment quelque chose, cette magie du cœur qui a commencé à opérer. Et je peux dire qu'avec cette personne-là, j'ai vécu des expériences qui sont juste, maintenant, je trouve que c'était des expériences extraordinaires quoi, de communion et de connexion parce qu'il y a eu ce lâcher et cette ouverture qui s'est faite. Donc oui, l'invitation de s'ouvrir à travailler avec des personnes et des énergies qui, a priori, voilà, ne nous attiraient pas, c'est vraiment, ça peut vraiment être source de chouettes découvertes. Toujours sur cette question, est-ce qu'il y a nécessité d'atteindre quelque chose, d'une sorte de prérequis entre les partenaires pour travailler?
et en même temps, toutes nos réponses depuis le début, je trouve qu'on a beaucoup utilisé le mot travailler. Et je crois que dans les deux cas, la nécessité d'atteindre, le fait de travailler, tout ça, c'est pas tellement tantrique en vérité, même si tout est tantrique. C'est vraiment, c'est plus un travail. Et il n'y a pas une nécessité d'atteindre. C'est vraiment un chemin d'accueil. Donc, s'il y avait une nécessité d'avoir atteint le niveau B18 avant de pouvoir pratiquer, ça ne marcherait pas. Et si c'était un travail pour devenir autre chose que ce que l'on est et que ce qu'on en a à partager, c'est pas non plus ça. Donc cet accueil, il est, et je ne sais pas quel mot autre que travailler, on pourrait dire œuvrer, pratique de tantra. Mais voilà, j'ai envie d'enlever là avec tout ce qu'on a mis le mot travail peut-être. Peut-être compléter aussi par rapport à ça. Il y a une vision tantrique, et notamment dans le shivaïsme que Nicolas cite, qui est que, en fait, tout est là en nous. Il n'y a rien à atteindre, en fait. Il y a juste à s'ouvrir à ce qui est en nous et peut-être enlever les couches qui cachent ça. Et l'accès peut être immédiat, en fait, hein, ce qui n'empêche aussi, parce que le tantra est beaucoup avec ce « et », que connaître des pratiques, les répéter, s'en nourrir. Il y a une expression qu'on aime bien qui est « creuser le sillon où l'eau va couler ». Ben, voilà, les pratiques entretiennent ce sillon, mais parfois l'eau coule. Eric et Corinne ont parlé tout au début de leur accès au tantra. Moi, en fait, j'ai vécu des expériences tantriques avant même de savoir que ça s'appelait du tantra. C'est une façon d'accès aussi. Je dis pas que tout m'a été donné sans, sans pratique, hein, loin de là, mais on peut, et certainement la plupart d'entre nous ont pu vivre des moments tantriques sans savoir que c'était du tantra. Et puis il y a une question, la question de Nicolas, toujours peut-être va un tout petit peu plus loin, puisque tu demandes, Nicolas, par rapport au texte tantrique et au texte sacré et au texte du shivaïsme du Cachemire et d'autres textes, quelle peut en être l'utilité? Alors, pour compléter ce que dit Bénédicte, oui, 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 des expériences, des véritables expériences personnelles, voies d'expérimentation, sous l'accompagnement, la direction, pour pas trop se perdre sur ce chemin-là, d'un maître ou de quelqu'un qui va t'accompagner, et tout ça en référence à ce trésor de l'humanité qui nous a été transmis, sous forme de texte, par exemple, toujours à repratiquer, à revérifier par soi-même. Et sur cette question, à nouveau, on n'en parlera pas beaucoup plus aujourd'hui, parce qu'on prépare aussi une conférence, on espère qu'il pourra se faire en live et qu'elle sera transmise aussi sur Internet avec quelqu'un qui est sur cette voie du shivaïsme du Cachemire depuis très longtemps et qui fait un très beau travail sur ce chemin-là. Donc ça, je ne sais plus c'est quand, c'est au printemps, Bénédicte, peut-être que tu sais mieux que moi la date. Elle n'est pas fixée, donc. Ah, elle n'est pas fixée. En avril, je crois. En avril, voilà. Donc, il y aura des choses plus précises sur le shivaïsme du Cachemire, une conférence en live à Lyon, à Saône-et-Soie. Et vous pourrez être en présentiel et elle sera retransmise ou filmée, on ne sait pas, on verra encore. Mais oui, ça va avec, ça repose sur des bases concrètes, solides, que sont cette tradition orale dans des textes sacrés. Ouais, je compléterai aussi en disant c'est une tradition vraiment vécue avec de la pratique. Donc probablement par rapport à d'autres traditions, d'autres philosophies, d'autres spiritualités, la part des textes est vraiment moins importante. Il n'y a pas beaucoup de théorie. Et par exemple, si on prend le Vijnana Bhairava Tantra, ce n'est qu'un recueil de pratiques en fait, hein, qui liste plus d'une centaine de pratiques. Donc, c'est une voie qui est quand même particulièrement peu théorique, voilà. Moins que d'autres en tout cas. Et en tout cas, on ne peut pas connaître le tantra par les livres. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment important de rappeler que c'est effectivement une voie expérientielle
et qu'en même temps, les livres, les textes peuvent être pris comme support à la vibration, en fait, pour se laisser résonner avec ce que peut être l'essence du tantra et les mots, et en particulier quand on entend les textes sanscrits, sont porteurs vraiment de cette vibration et qui peut amener à faire l'expérience d'eux à la lecture en se laissant résonner. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'aborder les écrits de cette façon-là, non pas comme connaissance à intégrer, mais comme vibration à ressentir, à goûter. Voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Peut-être une question, voilà, vraiment, n'hésitez pas. Peut-être cette question sera très importante pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de mauvaise question. Maria, par exemple, nous remercie et souhaite qu'on se retrouve en présentiel en 2021. Voilà, il nous tarde aussi. On le souhaite aussi. Mais en attendant, voilà, des questions très concrètes. Si c'est vraiment une première approche pour toi, tu as des questions. Si tu as déjà pratiqué depuis des années, tu as des questions qui ne sont pas les mêmes, mais elles sont intéressantes les deux. Est-ce que ceux qui ont posé des questions ont trouvé réponse dans ce qu'on a amené, ou est-ce qu'il y a des précisions Sachant qu'on aime bien aussi qu'il n'y ait pas des réponses, que vous partiez pas en pensant que vous savez, mais plutôt en ayant envie de découvrir. Voilà. On ne se sent pas non plus porteur d'une vérité. On voudrait voilà, inculquer. Eh bien, merci. S'il n'y a plus d'autres questions, s'il y a une question, c'est maintenant. Et puis sinon, je crois qu'on a on vous remercie fait pour ce le premier tour. contact. Prochain rendez-vous webinaire en attendant qu'on se rencontre. Donc le jeudi 7 janvier, je crois que c'est. Voilà, et le thème sera à quoi le tantra peut-il contribuer dans ma vie quotidienne, ordinaire. Merci. Merci à tous de Merci à tous. votre présence, de votre participation. Merci. À Très bientôt. bon Bonne week-end. continuation. Merci. À bientôt. Merci. Bientôt. Oui, et donc la vidéo sera mise sur le site, et dans le prochain envoi de courriel, on vous mettra le lien si vous voulez revoir, et puis aussi pour ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.